Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Chaque jeudi soir, nous recevons celles et ceux qui font la vie politique de la Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes. Émission en partenariat, bien sûr, avec Nice Matin. Denis Caro, directeur des rédactions, est à mes côtés comme chaque semaine. Bonsoir Denis. Bonsoir Céline. Et notre invité est ce soir Ladislas Polski. Bonsoir. Bonsoir. Maire de la Trinité, maire MRC de la Trinité, vice-président également de la métropole. La question d'Azur Politique ce soir, la Trinité symbolise-t-elle l'éveil des petites communes dans les Alpes-Maritimes, si près de Nice et pourtant si loin? La commune attend depuis de nombreuses années l'arrivée du tramway. Ce devrait être chose faite en 2027. Les projets pour dynamiser la ville ne manquent pas aussi, mais les finances suivent-elles? Vous bataillez pour que le manque à gagner, notamment de la taxe d'habitation, soit compensé. Autant de sujets cruciaux importants pour vos administrés que nous allons aborder ensemble ce soir. Azur Politique, c'est parti. La ligne 5 du tramway arrivera bien jusqu'à la Trinité. Pourtant, certains habitants que nous avons rencontrés aujourd'hui même doutent encore et s'interrogent à ce sujet. On va les écouter rapidement. Bonjour Monsieur le maire. Donc voilà, je voudrais savoir dans combien de temps il y aura un tramway, car je prends les transports, le bus. Je mets à peu près 45 minutes sans circulation, sans les bouchons, et jusqu'à 1 heure quand il y a les bouchons, voire plus. Voilà, je voulais savoir dans combien de temps il y aura un tramway. Et c'est une très belle ville, la Trinité. Et avec les tramways, ce serait super. Voilà, alors on la connaît, la date d'arrivée du tramway, c'est 2027. Est-ce que c'est le signe quand même que ce projet a trop tardé à se réaliser? Écoutez, moi, cela va faire 15 ans que je suis élu conseiller municipal de la Trinité. D'abord dans l'opposition, comme vous savez, et puis désormais depuis 2020 comme maire. Et depuis toutes ces années, nous attendions qu'un arbitrage intervienne pour que le tramway arrive à la Trinité. Cet arbitrage, aujourd'hui, il est très clairement intervenu. Le président de la métropole, dès 2020, s'est très clairement exprimé. C'est une attente très forte de ce territoire. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous lançons la concertation. Je serai lundi en réunion publique à la Trinité pour présenter le trajet. Mais vous avez raison de dire que les habitants ne se sont pas encore habitués à l'idée que cette réalité allait devenir factuelle. Donc cette réunion qui se tiendra lundi, à quoi servira-t-elle? Est-ce que ça veut dire que tout n'est pas acté, arbitré aujourd'hui? Il y a encore des choses à préciser? Oui, alors le tracé, il est complexe parce que le territoire de notre métropole Nice-Côte d'Azur, et notamment le long du Paillon, il est très contraint par des infrastructures, par des routes, par des reliefs. Et donc, évidemment, il y a un tracé privilégié qui est présenté, mais il y a encore la place pour des aménagements, des discussions, des enrichissements qui seront faits par les citoyens. Aujourd'hui, il y a un tracé qui est acté et qui desservira d'ailleurs par 3 stations la Trinité. C'est une opportunité exceptionnelle pour notre commune. Et on est sûr aujourd'hui que les délais qui sont annoncés aujourd'hui seront tenus? Pour participer depuis le départ au comité de pilotage de la ligne, nous avons effectivement des éléments très, très précis, un phasage très concret qui devrait nous permettre effectivement de tenir les délais. Il y a aussi l'expérience de la réalisation du tramway et des autres lignes. C'est peut-être ça l'avantage de passer après les autres. C'est en tout cas de profiter aussi de l'expérience des autres lignes. Et aujourd'hui, les contraintes techniques sont bien connues et évidemment... Tout est prêt pour avancer. Alors le calendrier, on va le revoir ensemble dans le détail. Il prévoit 3 phases de travaux. La première, livrée en 2026 entre Pont-Michel et l'Ariane Nord. La deuxième, qui va connecter le quartier de l'Ariane à la commune de la Trinité, donc chez vous en 2027. Et la troisième phase, qui va relier le centre-ville de Nice à Draps, qui sera achevée en 2028. Donc ce soir, vous nous dites, cette fois, c'est sûr, ce calendrier sera tenu. Écoutez, je suis bien placé pour le souhaiter ardemment et pour veiller que ce calendrier, hors aléas techniques, bien entendu, puisse être tenu. C'est la volonté farouche aussi du président de la métropole. Autour du tram, il y aura d'autres aménagements du coup de prévus. Ça va impacter aussi l'aménagement du territoire autour. Qu'est-ce que ça veut dire? Des parkings notamment? Alors évidemment des parkings relais, il y en a un prévu à la Trinité. Là aussi le positionnement précis est encore en discussion, mais il devrait pouvoir s'installer au nord de la ville de la Trinité. Évidemment, comme partout, l'arrivée du tramway, c'est une opportunité de requalification du territoire et d'attractivité pour un territoire qui est majeur.
hein. Alors justement, qu'est-ce que ça va apporter l'arrivée du tramway? L'habitante qui vous a posé la question parlait des difficultés de transport. La Trinité, d'une certaine manière, est enclavée aujourd'hui. Que va apporter concrètement et quelles perspectives vont apporter l'arrivée du tramway? Selon toutes les études précises, déjà 18 000 véhicules de moins sur les axes de transport de la vallée du Paillon qui sont, chacun le sait, asphyxiés au quotidien, les jours de travail. Donc moins de aux bouchons heures et moins pointe, de pollution. 18 000 véhicules de moins et donc, bien entendu, une amélioration des déplacements. Tout le monde le sait, quand on prend la pénétrante entre la Trinité et la place Masséna, eh bien on est à 10 minutes, 15 minutes de l'hypercentre de la ville-centre de la métropole. Et pourtant, en fonction des jours, en fonction des heures... Combien de temps on mettra en tram pour rejoindre Nice? Eh bien, une grosse vingtaine de minutes. Hein, pour rejoindre vous savez que le palais des expositions l'actuel palais des expositions sera desservi puisque la Trinité et le palais des expositions seront les deux extrémités à terme à l'horizon 2027 de la ligne et puis ensuite en 2028 une extension vers le nord à Draps. Donc une grande facilité des déplacements et puis bien entendu une requalification globale du territoire parce qu'on sait que partout où le tramway arrive, eh bien le territoire est requalifié. Alors effectivement, c'était un engagement de campagne de votre part à requalifier l'axe qui coupe notamment le centre de la Trinité. Une commerçante a une question pour vous. On va l'écouter. Bonjour Monsieur le maire. J'aimerais savoir, en tant que commerçante de la ville de la Trinité, boulevard François Suarez, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous allez faire pour redynamiser le centre-ville. Alors, qu'allez-vous faire pour redynamiser le centre-ville ? Alors, le salon de coiffure dont on vient d'entendre la gérante est effectivement sur le front du boulevard François Suarez, qui est l'axe principal avec le boulevard Général de Gaulle d'accès à la ville. Nous avons, dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement métropolitain, obtenu 3 millions d'euros pour requalifier entièrement cet espace. Globalement, pour apaiser la circulation, diminuer parfois le nombre de voies, mettre des trottoirs où il n'y en a pas, mettre des végétaux là où il n'y en a pas, faire passer une piste cyclable qui sera directement connectée à Nice. Et ça, c'est à l'horizon 2023. Nous avons déjà lancé les études. Nous soumettrons le projet à concertation parce que je tiens à ce que les habitants et les commerçants, les chefs d'entreprise s'approprient le projet. Et à l'horizon 2023, nous serons dans une requalification entière de l'accès de ville qui est connecté directement à Nice. Aujourd'hui, quand vous sortez de l'autoroute A8 à Nice-Est, si vous tournez à droite, vous arrivez à la Trinité par un axe qui n'est pas à un niveau de qualité visuelle, un niveau paysager satisfaisant. Et nous allons donc sécuriser et embellir nos entrées de ville. C'est une des dimensions importantes de la requalification de notre commune. Que ce soit sur le dossier du tramway ou sur la requalification du centre-ville, vous avez parlé à chaque fois de la métropole. C'est le levier qui permet de mener des opérations d'ampleur de cette manière. Bien entendu, que ce soit sur les transports ou sur les sujets de voirie, c'est d'ailleurs la compétence métropolitaine. Et comme vous le savez, il y a lieu à l'échelon métropolitain d'avoir une planification pluriannuelle et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons voté il y a quelques semaines en conseil métropolitain. Bien entendu, l'effet levier de l'appartenance à un territoire comme celui de la métropole permet effectivement d'avoir une vision globale. Et aujourd'hui, la volonté partagée qui est celle du président de la métropole, de moi-même et d'autres maires de notre territoire, c'est bien entendu de rééquilibrer le développement et l'aménagement de la métropole vers l'Est. Vers l'Ouest, on sait bien que les investissements et le bon sens a conduit à des investissements majeurs. Vers l'Est, ça apparaissait comme moins évident. L'axe du Paillon, il a souvent été un peu dévalorisé dans notre idée commune de Niçois. Aujourd'hui, il y a lieu de rééquilibrer le développement vers l'Est. Et cela peut avoir des effets sur la démographie aussi, est-ce que la population de la Trinité va augmenter dans les années à venir grâce à l'arrivée du tramway, grâce aux modifications et aux transformations que vous opérez? Il faut arriver à bien positionner un curseur entre développement et en même temps soutenabilité du développement. Oui, est-ce que c'est souhaitable? Puisque voilà, l'axe, je parlais tout à l'heure de notre territoire qui est contraint, que ce soit
le relief, la vallée du Paillon, les risques majeurs. C'est d'ailleurs ma délégation de vice-président métropolitain que m'intéresser à la prévention des risques majeurs. Tout cela contraint le développement. On ne peut pas construire à tout va. Mais il faut un développement harmonieux, maîtrisé. Il faut aussi à l'est du territoire métropolitain arriver à préserver des équilibres sociologiques, des équilibres de développement pour que la diversité de population permettent aussi l'accueil d'actifs, de familles, mais que les gens du territoire puissent aussi se loger. Alors, la réalisation de projets, elle est conditionnée évidemment aux questions des financements. Il y a aussi les financements à l'échelle de la commune. L'année dernière, il y a un audit qui avait révélé une situation financière particulièrement difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation financière de la Trinité est en passe de s'améliorer ? Je dirais qu'elle est en convalescence, mais en bonne voie d'une guérison pérenne. Parce que, vous l'avez dit, à la fois l'audit que nous avions commandé et puis un rapport de la Chambre régionale des comptes dressait un tableau réaliste d'une situation catastrophique des finances communales qui, en plus, s'est aggravée de la non-compensation de la taxe d'habitation. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Justement, puisque ce sujet il est lié étroitement à cette suppression progressive de la taxe d'habitation. Normalement, elle est en principe compensée à l'euro près par l'État. Pour autant, ce n'est pas le cas à la Trinité. Est-ce que vous pouvez essayer, c'est un peu technique certes, mais de nous expliquer simplement pourquoi ? Le contribuable trinitaire a vraiment subi une double peine. D'abord, effectivement, la mise en contribution liée à la situation désastreuse de la commune. Et ensuite, cette non-compensation de la taxe d'habitation pour les CIVOM à fiscalité additionnelle. Ça apparaît comme très technique, mais c'est finalement assez simple. Le président de la République, lors de la réforme de la taxe d'habitation, s'était engagé à compenser à l'euro près la suppression de la taxe d'habitation pour les communes. La réforme a oublié les CIVOM à fiscalité additionnelle. Des syndicats intercommunaux, des groupements de communes. Exactement. La Trinité appartient avec une douzaine d'autres communes au CIVOM Val-de-Banquière. La Trinité est la commune la plus grosse de ce CIVOM et donc elle a été, notamment aussi parce qu'elle avait beaucoup transféré de compétences avec mes prédécesseurs, mais elle a été la plus impactée. Aujourd'hui, c'est environ 1 million d'euros qui constitue un manque à gagner de cette non-compensation. Nous avons considéré que c'était une très lourde injustice faite aux Trinitaires et donc nous avons attaqué cette réforme au tribunal administratif de Nice qui a jugé notre question suffisamment pertinente pour la transférer au Conseil d'État. Et aujourd'hui, ce sont les conseillers d'État qui ont considéré qu'il fallait demander au Conseil constitutionnel si cette situation était bien conforme, tenez-vous bien, à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit l'égalité des citoyens devant la loi. Donc vous attendez que le Conseil constitutionnel tranche sur cette question ? Le 8 mars, j'irai moi-même au Conseil constitutionnel avec notre avocate pour défendre les intérêts des Trinitaires, de l'ensemble des habitants du CIVOM Val-de-Banquière, en lien évidemment avec mes collègues maires. Et si le Conseil constitutionnel vous donne raison, quelles seront les conséquences ? Eh bien, la conséquence, ce sera un retocage de la loi, de la réforme de la taxe d'habitation sur cet aspect. Pour nous, très concrètement, la conséquence, c'est que nous répercuterons à l'euro près sur le contribuable trinitaire tout ce que nous aurons gagné. Et donc, l'immense augmentation d'impôts qu'ont eu à subir les Trinitaires... Vous avez dû augmenter la taxe foncière. Ça veut dire que vous vous engagez à la baisser ? Oui. Si jamais... Je m'y suis engagé formellement et nous le ferons, puisque chaque euro que nous obtiendrons, eh bien, nous le répercuterons tout simplement sur le contribuable trinitaire qui a été très, très lourdement mis à contribution injustement par cette situation. Et vous êtes optimiste quant à l'issue de cette affaire ? Je n'ai pas l'habitude de me réjouir à l'avance, mais... quand je constate que le Conseil d'État lui-même juge que notre analyse est pertinente, je considère effectivement que nous avons de bonnes chances de l'emporter. Soyons prudents. Alors il y a un autre sujet qui occupe beaucoup la vie politique, c'est quand même la présidentielle, qui concerne aussi les élus locaux qui ont jusqu'au 4 mars pour accorder leur parrainage à un candidat. Des candidats majeurs n'ont pas encore leurs 500 signatures. Vous aviez choisi de parrainer Arnaud Montebourg, il s'est retiré de la course. Est-ce que vous allez accorder votre parrainage à un autre candidat ? Alors moi, contrairement à ce que j'entends ces jours-ci dans le débat public, je ne considère pas que parrainer, ça n'est pas soutenir. Pour moi, le terme de parrainage, il a un sens. Et je crois que nos institutions de la République ont un sens. Et je crois que parrainer,
c'est d'une certaine manière accorder une forme de soutien et de confiance. Mais pour autant, est-ce qu'il est concevable que des candidats qui, dans les sondages, pèsent 13-15%, ne puissent pas aller devant les électeurs ? Non, c'est effectivement une question qui se pose à notre démocratie. Mais je crois qu'il faut réfléchir à cela peut-être à l'échelle de nos institutions. Il faudra se repencher sur cette question-là. En tous les cas, en l'état actuel des choses, moi, vous l'avez dit, il y avait un candidat auquel j'avais accordé une promesse de parrainage qui s'appelait Arnaud Montebourg, qui portait dans le débat public une vision assez proche de la mienne, à la fois sur une conception assez intransigeante de la République, de la laïcité, de l'ordre public, et aussi donc, sur les questions économiques. Votre parrainage, c'est Arnaud Montebourg ou personne, c'est ça? Vous ne parlez Aujourd'hui, je ne retrouve pas dans le spectre des candidatures existantes une candidature qui ressemble suffisamment à ce que sont mes valeurs et à ce qui m'a conduit à l'engagement politique pour décider d'un parrainage. D'après Le Monde, Jean-Pierre Chevènement, dont vous êtes proche, pourrait soutenir Emmanuel Macron. Comment vous réagissez à cette nouvelle ? Je perçois ce qui, dans l'action du président de la République, peut être doux aux oreilles de Jean-Pierre Chevènement. Quand je regarde ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer sur une vision exigeante en matière d'éducation nationale et de conception républicaine de l'éducation nationale, quand je regarde le discours qui est aujourd'hui assez clair du président Macron sur la question de la réindustrialisation, de la relance économique par l'investissement public, de la question énergétique et du nucléaire, je comprends que Jean-Pierre Chevènement y soit sensible. Quant à moi, je vois d'autres aspects qui, pour l'instant, ne sont pas susceptibles de me faire franchir ce pas-là. J'évoquais tout à l'heure la répercussion très injuste pour les Trinitaires de la réforme de la taxe d'habitation. Vous comprendrez bien que pour l'instant, ça n'est pas mon choix. Alors, vous pourriez peut-être commenter deux initiatives en région sud. Celle aujourd'hui de Renaud Muselier qui propose de créer une banque de parrainage. En clair, vous accordez un parrainage vierge qui sera réparti ensuite entre les gros candidats qui n'auraient pas leur parrainage. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Écoutez, je crois que nos concitoyens attendent de leurs élus qu'ils soient ancrés dans des convictions. Moi, j'ai une profession que je continue d'exercer. Si je suis engagé en politique, c'est parce que je considère que je souhaite y apporter des convictions. Et aujourd'hui, c'est ces convictions que j'essaye d'appliquer concrètement dans ma commune. Et je ne crois pas que nos concitoyens attendent que le parrainage, d'une certaine manière, soit galvaudé dans une banque qui ensuite serait attribuée automatiquement. Qu'on réfléchisse, par contre, à un système qui permette à des candidats qui ont une certaine légitimité, et notamment parce que aux dernières élections, ils ont réalisé avec leur parti des suffrages importants. Ça me paraît, de la même manière d'ailleurs que sont calculés un certain nombre de thématiques, notamment pour le temps d'antenne. Où on s'appuie pour le temps d'antenne dans les campagnes électorales sur les scores réalisés aux élections précédentes. Vous parrainer, c'est quand même soutenir. Donc vous pour moi, le parrainage, c'est un sens. David Lisnard, par exemple, qui a choisi de parrainer Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, ça n'a pas de sens. Je dis pas que ça n'a pas de sens. J'entends la démarche d'un président de l'association des maires qui souhaite effectivement avoir une vision globale. Pour moi, je considère que parrainer, ça a un sens et que ça s'articule à des convictions. En tout cas, c'est ma position. Alors, vous ne vous reconnaissez pas dans les candidats déclarés, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Christiane Taubira. Dans le fond, vous vous situez où à gauche ? Moi, je suis l'héritier de la tradition de la gauche républicaine, de ce qu'a porté Jean-Pierre Chevènement, notamment en 2002, qui disait... Au-dessus de la gauche et la droite, il y a la République. Je crois que sur un certain nombre de sujets, au-dessus de la gauche et la droite, il y a la République. Aujourd'hui, dans le spectre actuel, je ne me reconnais pas dans un candidat. Ça ne veut pas dire que ce soit figé. Je pense que nous sommes dans une période de transition et que des recompositions se feront. J'ai envie de croire que autour d'une vision républicaine exigeante qu'attendent nos concitoyens, sur la laïcité, sur l'universalisme républicain, sur l'ordre public, et d'autre part, d'ordre républicain dans le domaine économique, où je pense que la puissance publique doit intervenir sur l'investissement public, doit intervenir pour favoriser l'augmentation des salaires de nos concitoyens, eh bien, il y a là un spectre que je retrouve dans un certain nombre de personnalités. Je regarde avec attention l'action de mon collègue le maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui tient sur ces sujets-là un discours assez proche, par exemple, du mien.
Je crois que nous sommes dans une période de transition, on le voit bien, on voit l'instabilité politique, y compris à l'échelon international, et je crois que la gauche républicaine française, qui aujourd'hui semble avoir disparu des radars, je ne me reconnais pas du tout dans la pensée de Madame Taubira, je ne me reconnais pas du tout dans la pensée de Monsieur Jadot, mais je crois que la gauche républicaine exigeante probablement pourra retrouver sa boussole. Allez, on va passer tout de suite aux questions d'actualité. L'actualité aujourd'hui, on ne peut pas l'éviter, c'est la guerre aux portes de l'Europe, évidemment. La Russie qui a entamé une invasion de l'Ukraine ces dernières heures. Ce matin, le milliardaire russe Roman Abramovich, propriétaire du club de Chelsea, s'est envolé. En tout cas, son avion s'est envolé de Nice pour la Russie, son avion privé. La Côte d'Azur qui compte, on le sait, de nombreux résidents russes, dont certains proches du Kremlin. Voici ce que disait ce matin le député européen Raphaël Glucksmann sur BFM TV. Il faut frapper l'ensemble des oligarques qui sont les piliers de son régime. Il faut arrêter cette comédie et cette hypocrisie de l'Union européenne qui consiste à condamner les actions du régime poutinien et à autoriser les yachts des Abramovich, des Rothenberg, des Deripaska de mouiller dans nos ports. On ne fait pas la guerre à nos portes et on ne fait pas mouiller en même temps ces yachts dans nos ports. Il faut saisir les chalets, il faut saisir les villas sur la Côte d'Azur, les chalets à Courchevel. Alors, il faut saisir les villas des oligarques russes sur la Côte d'Azur? Je ne sais pas si le sujet, c'est les chalets à Courchevel ou à Oron. Je crois que nous sommes quand même dans un niveau de discussion qui va au-delà de ça. Il y aura sans doute des sanctions économiques de l'Union européenne à l'égard de la Russie, puisque, évidemment, il y a une violation du droit international. Il faut que nous ayons en tête que ces sanctions, elles nous pénaliseront aussi. Ce que je plaide, peut-être pour articuler avec le sujet que nous avions tout à l'heure sur le spectre politique, je crois qu'il faut aussi que la France, l'Union européenne, émettent dans les années qui viennent une voie spécifique, une forme de troisième voie, pour refuser une tenaille entre les États-Unis, l'OTAN, d'une part, et puis un bloc autour de M. Poutine et d'autres États autoritaires. Je crois qu'il faut une voie spécifique, et je crois que la présidence française de l'Union européenne est une occasion, en tout cas intéressante, pour la France de prendre cet étendard. Ça n'est pas simple, on le voit bien aujourd'hui. L'Europe a été trop faible. Je crois qu'on se heurte à ce que sont les démocraties occidentales. Effectivement, quand vous avez en face de vous une parole autoritaire qui n'a pas peur de s'affranchir de toute douceur, il faut peut-être effectivement avoir une voie de fermeté plus grande. Je réentendais ce qu'avait dit il y a quelques jours le président Biden des États-Unis. Quand vous dites d'emblée que quoi qu'il arrive, vous ne vous affronterez pas, eh bien, peut-être que vous laissez d'une certaine manière ceux qui n'osent pas, ceux qui assument d'être autoritaires, eh bien, prendre le dessus. Dans l'actualité également, on l'oublie peut-être un peu, mais dans les Alpes-Maritimes, la vague Omicron continue de refluer rapidement. On compte aujourd'hui un peu plus de 750 cas pour 100 000 habitants, mais encore plus de 500 malades à l'hôpital. Vous êtes aussi médecin, Ladislas Polski. Est-ce que vous estimez qu'on peut passer à autre chose aujourd'hui ? Non, je ne crois pas qu'il faille passer à autre chose. Je crois qu'il faut continuer d'être vigilant. Il faut aussi tirer des enseignements de cette crise. Moi, je suis de ceux qui considèrent que la grille de lecture de la gestion de l'épidémie est quelque chose d'important. Je crois que cette crise, elle nous a permis de voir aussi dans le débat public qui se plaçait avec des arguments rationnels. Moi, vous dites, je suis médecin. Je considère que voilà, dans une lutte contre l'épidémie, quand on a un vaccin, par exemple, eh bien, il faut farouchement le défendre. Quand j'ai entendu des personnalités nationales avoir un discours très ambigu vis-à-vis de nos concitoyens sur l'enjeu fondamental et vital de la vaccination, eh bien, pour moi, ça les a décrédibilisés. Vos administrés sont inquiets encore de la situation sanitaire ? On voit bien que nos concitoyens, on a l'impression qu'ils se sont habitués. Là, ils ont envie de reprendre espoir. Nous avons été à la Trinité très actifs sur la vaccination. Les Trinitaires se sont très très fortement mobilisés pour la vaccination. Je disais il y a quelques jours que nous étions l'une des communes où le virus régressait le plus fortement.
Oui, on sent une forme d'inquiétude et en même temps une reprise de confiance et une volonté d'espoir qui va accompagner, j'espère, ce printemps où les gens ont envie de reprendre une vie normale. Vous aviez rendu le pass vaccinal obligatoire pour vos agents municipaux. Est-ce que ça avait provoqué des difficultés et est-ce que vous envisagez de le lever, comme l'envisage d'ailleurs au niveau national Olivier Véran? Il y avait une forme d'incompréhension. Nous avions considéré qu'à l'échelon de la commune, il était extrêmement difficile d'appliquer le pass vaccinal tel qu'il était prévu au mois d'août, c'est-à-dire de différencier des agents qui y étaient soumis et d'autres qui n'y étaient pas soumis, alors que tous ces agents travaillaient ensemble. Bon, nous avions fait une interprétation un peu rigide de la loi. Bon, entre-temps, l'évolution de l'épidémie et puis les renforcements des mesures, j'ose dire presque que cela nous avait donné raison. En tous les cas, nous avons appliqué strictement la loi et aujourd'hui, voilà, l'épidémie régresse et c'est une bonne chose. Vous avez été élu dès le premier tour au municipal. Est-ce que vous avez aujourd'hui des ambitions pour les législatives? Aucune. J'ai dit tout à l'heure comment je percevais pour l'instant le débat politique au plan national. Je suis maire d'une commune importante, c'est peut-être la 5e commune de la métropole, avec des défis qui sont considérables, un territoire qui est vraiment plein d'opportunités et en même temps qui a beaucoup de difficultés inhérentes que nous sommes en train de redresser, auxquelles nous sommes en train de donner du dynamisme. Et aujourd'hui, le mandat de maire est vraiment quelque chose qui m'épanouit pleinement. Les défis sont nombreux. Donc dans les années qui viennent, vous vous contenterez, entre guillemets, de la mairie de la Trinité? Écoutez, ça fait seulement 2 ans, même pas 2 ans que je suis élu maire, donc je voudrais vraiment mettre la commune sur les rails de son avenir. Elle le mérite, les Trinitaires le méritent. Il y a là un petit bout de France, un petit bout d'Alpes-Maritimes qui symbolise beaucoup de choses du débat public actuel. Je crois que à la Trinité, c'est une commune où il fait bon vivre, mais où, si on n'y prend pas garde, on peut voir les crispations de la société avancer. Voilà, je veux que la Trinité soit une ville culturelle, dynamique, où il fait bon vivre, qui se développe, où le développement économique, la création de richesses soit aux yeux de tous. Ça me suffit pour l'instant. Azur Politique, c'est terminé. Merci Ladislas Polski d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci.